Bonjour à tous. Bienvenue sur ce séminaire assez en petit comité aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment se déroule la préparation au brevet chez Averroès e-learning, comment ça marche. Donc, ce qu'on va faire, le programme en fait qu'on a imaginé pour vous, c'est de vous rappeler les grandes lignes du brevet, comment ça fonctionne, comment les enfants sont évalués, comment ils sont notés, comment se fait cette espèce de notation qui permet d'aboutir à une moyenne finale et éventuellement une mention. Et puis ensuite, on vous expliquera la manière dont on aborde, nous, chacune des épreuves et la préparation à chacune de ces épreuves à ce stade de l'année. Donc d'abord le français et l'histoire-géographie, puis les mathématiques et les sciences, et enfin l'épreuve orale du brevet. On va vous donner la parole aussi, puisqu'on est en plus petit comité, c'est l'avantage, c'est-à-dire qu'on va autoriser chacun de vous à gérer son micro et à parler chaque fois qu'il le souhaite, de manière à intervenir oralement plutôt que par le chat. Voilà ce que je vous propose. Donc, je vais démarrer, si ça te convient, Albin, avec la présentation générale du brevet. Oui, bien sûr. Ouais. Bonsoir à tous. Alors, hop, je vais partager mon écran. Alors, on a préparé très peu de slides aujourd'hui, simplement pour vous rappeler que donc le brevet, ce premier examen que passent les enfants à la fin du collège, qui marque aussi d'une certaine manière la fin des années collège et l'arrivée dans le lycée. C'est la première fois qu'ils sont confrontés à un examen officiel qui comporte à la fois des épreuves écrites et des épreuves orales, comme on y reviendra. Et donc, c'est un examen qui, comme le baccalauréat maintenant, est articulé entre une partie de contrôle continu et une partie d'épreuve terminale. Donc, globalement, le brevet, c'est 800 points au total. Donc, l'équivalent de 20 sur 20, c'est 800 sur 800. 400 points sont dédiés au contrôle continu. Ces 400 points correspondent à 8 domaines de compétences, en fait, qui sont évalués de manière transversale par les enseignants de vos enfants. Qu'est-ce que ça signifie de manière transversale? Ça signifie qu'un enseignant, par exemple le professeur de musique, peut à la fois évaluer la maîtrise de la langue française à l'oral, par exemple, et le langage des arts et du corps. Il peut donc être amené à donner une note dans chacun de ces domaines. Une fois que tous les enseignants ont évalué vos enfants sur chacun de ces 8 domaines de compétences, ils se retrouvent autour d'une table, virtuelle ou réelle, et ils se mettent d'accord sur le nombre de points au total à attribuer à l'enfant sur chacune des compétences. Donc, globalement, les compétences sont les suivantes. C'est d'abord la langue française, bien sûr, à l'écrit et à l'oral. C'est ensuite les langages, mathématiques, scientifiques et informatiques, donc la maîtrise de ces langages, la maîtrise des langues vivantes, étrangères ou régionales, le langage des arts et du corps, les outils méthodologiques pour savoir apprendre, les enseignements à la citoyenneté et les systèmes naturels et les systèmes techniques. Globalement, dans cette grille d'évaluation, le maximum qui peut être obtenu est 50 points par compétence et 50 points correspondant à une très bonne maîtrise, par exemple du langage mathématique et scientifique et informatique, ou bien 40 points pour une maîtrise satisfaisante, 25 points pour une maîtrise fragile et 10 points seulement pour une maîtrise insuffisante. Donc voilà comment est constituée cette note du contrôle continu qui est donc parfois un petit peu décalée par rapport au bulletin scolaire à proprement parler. La deuxième partie du brevet des collèges, c'est 50% d'examen final, donc à la fois à l'écrit et à l'oral. Donc ça veut dire de nouveau
400 points sur les épreuves terminales, avec 300 points pour les épreuves écrites et 100 points pour l'épreuve orale. Donc, les épreuves écrites, on a 2 épreuves qui chacune est évaluée sur 100 points, donc qui sont le français et les mathématiques. On a ensuite 2 épreuves évaluées sur 50 points, qui sont l'épreuve d'histoire-géographie et l'épreuve de sciences. En ce qui concerne les sciences, Albin y reviendra probablement tout à l'heure, les enfants sont potentiellement évalués sur 3 disciplines, la physique-chimie, les sciences et vie de la Terre et la technologie. Et en réalité, le jour de l'épreuve, enfin avant l'épreuve bien évidemment, 2 de ces 3 matières sont tirées au sort et le sujet ne portera donc, l'examen final ne portera donc que sur 2 matières sur 3. Et les enfants et leurs enseignants en seront informés, si je ne me trompe pas, fin avril, mais c'est ça, hein, Albin? Oui, après les vacances, en général, à la rentrée des vacances de printemps. Voilà, à la rentrée des vacances de Pâques. En ce qui concerne l'oral du brevet, donc c'est un oral qui est là aussi sur 100 points, qui peut être individuel ou en groupe. S'il est en groupe, évidemment, l'épreuve est plus longue. S'il est individuel, c'est un oral qui dure une quinzaine de minutes. C'est une préparation un petit peu, c'est l'entrée dans les épreuves orales du baccalauréat, avec derrière l'épreuve du bac français et puis en terminale, l'épreuve du grand oral. Cet oral, il porte sur un travail qui a été préparé par les élèves, soit sur un enseignement pratique interdisciplinaire, c'est-à-dire sur un EPI, un projet que l'élève a mené à un moment donné ou que les élèves ont mené à un moment donné de leur scolarité, ou bien sur les enseignements artistiques. Et là, l'élève va présenter le sujet de son choix. Voilà. Et cet oral est évalué sur 100 points. En ce qui concerne les élèves donc de lycée français de l'étranger, en ce qui concerne la zone Europe principalement, les épreuves auront lieu les 14 et 15 juin. Pour la France et le Maroc, c'est le 20, je ne me trompe 9. pas, 29. 29 et 30. 29 et 30 juin. Et pour la zone Amérique, c'est au tout début du mois de juin. Voilà pour cette présentation rapide, en fait, des enjeux, finalement, de comment ça se déroule, comment ça se calcule. À l'issue des résultats, les élèves peuvent obtenir des mentions, donc comme pour le baccalauréat, avec des mentions très bien pour un équivalent de 16 de moyenne ou plus, une mention bien pour un équivalent de 14 de moyenne, enfin entre 14 et 16, ou une mention assez bien entre 12 et 14. En aucun cas, les résultats du brevet ne conditionnent le passage en seconde. Le passage en seconde est décidé par le conseil de classe du 3e trimestre, en accord avec la famille, évidemment, mais les résultats du brevet ne peuvent pas conditionner le passage dans la classe supérieure. Voilà un petit peu pour cette présentation rapide du brevet et de son fonctionnement. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là ou si vous voulez uniquement intervenir ultérieurement dans les préparations par matière. Mais si vous voulez la parole, vous avez la possibilité de la prendre. Sinon, je vais laisser à ce stade-là Albin présenter comment se déroule la préparation aux épreuves de français et d'histoire-géographie. Bonsoir à toutes. Oui, à toutes. Donc, je suis directeur pédagogique d'Averroès. La préparation du brevet, on l'a fait en 2 temps. On va profiter des stages qui arrivent, avril ou début mai, pour revoir et approfondir les derniers chapitres que les élèves ont vus en classe, dans toutes les matières, insister sur la méthodologie et puis s'entraîner sur ces chapitres-là à partir de sujets brevets.
Et puis au mois de fin mai et juin, essentiellement, des stages dans toutes les matières où on s'entraîne à partir de sujets brevets. L'objectif, c'est de couvrir l'ensemble du programme et puis de revenir sur des points de cours ou des choses, ou surtout de la méthodologie. De toute façon, au mois de juin, à 15 jours ou à 10 jours de l'examen, on ne peut pas viser l'acquisition de connaissances, on ne peut pas renforcer beaucoup de choses, si ce n'est l'entraînement, la méthodologie et les bons réflexes. Donc en français, concrètement, l'épreuve, il y a 5 grands items. Il y a un texte sur lequel il y a des questions de compréhension et de grammaire, une image à commenter, un travail de réécriture, ça concerne surtout la grammaire, la dictée, et une expression écrite. Donc, l'objectif du stage, c'est bien sûr le brevet, mais en français, surtout en français, c'est déjà de les projeter sur la classe de seconde. Et là, ce qu'on a prévu à ce stade de l'année, en principe, tous les élèves doivent faire ou sont en train de faire l'argumentation. L'argumentation devient décisive pour le lycée, donc on profite du stage d'avril pour prendre comme fil directeur l'argumentation, un texte argumentatif, revoir toutes les leçons littéraires sur l'argumentation, des figures de style propres à l'argumentation. En grammaire, on insiste sur les liens logiques, les subordonnés, et pour l'expression écrite, majoritairement, on va travailler le sujet de réflexion qui est valorisé, bien sûr, à l'examen. En juin, on reprendra l'ensemble du programme en ciblant sur les questions qui reviennent le plus au brevet. On travaillera et la narration et l'argumentation, mais là, sans avoir le temps de rappel de cours. C'est-à-dire, c'est vraiment voir un maximum de sujets pour voir la diversité, parce que ça part dans tous les sens et que c'est très difficile, même si on sait qu'il y a des leçons incontournables sur lesquelles il y a toujours des questions. Mais encore une fois, à une semaine de l'examen, c'est difficile d'acquérir la grammaire, la conjugaison ou la syntaxe. Ça, c'était pour l'enseignement du français. Est-ce que vous avez des questions sur le français avant que je passe à l'histoire géo, peut-être, qui est spécifique? Alors, si vous voulez les écrire, vous pouvez aussi les écrire. Moi, j'aurais peut-être une question pour clarifier un point. Quand tu parles d'argumentation, en fait, oui. est-ce que tu peux détailler un petit peu ce que ça signifie derrière, ce à quoi ça correspond? L'objet d'étude argumentation, c'est un grand objet d'étude en troisième, ce qui va les mener vers la réflexion en seconde, qui les prépare à la dissertation. Donc, c'est tout ce qui est la capacité à mener une réflexion personnelle, à argumenter, à aller vers de l'abstrait, à utiliser en français les temps correspondants, le présent de vérité générale, l'infinitif, les tournures impersonnelles, avoir les différents types d'arguments, déductifs, inductifs, types de raisonnement, pardon, les différents types d'arguments. Il y a toute une leçon technique sur l'argumentation qu'ils vont retrouver en seconde et en première. Et puis, en grammaire, c'est tout ce qui concerne, encore une fois, les liens logiques, la cause, la conséquence, le but. Beaucoup d'élèves intervertissent les deux. Et cette capacité à structurer une pensée avec un objectif qui est de convaincre ou de délibérer. Sachant qu'il y a des sujets, de temps en temps, qui mêlent une partie narrative et une partie argumentative. C'est-à-dire, vous êtes témoin d'une injustice, écrivez une lettre ou rédigez un article dans lequel vous relaterez l'événement et vous prendrez position. Voilà, on arrive à mixer deux thèmes. Mais l'argumentation, c'est important. C'est important au vu du lycée, parce qu'on va la retrouver en sciences économiques et sociales, on va la retrouver dans les enseignements de spé comme l'humanité, comme la géopolitique, en histoire, géographie, et puis bien sûr au bac français. C'est un objet d'étude à part entière, avec 4 œuvres complètes, etc. Et on sait que la nouvelle réforme du bac a majoritairement valorisé l'exercice de la dissertation. Donc, c'est le moment de l'année en troisième pour le faire. Voilà, on est en fin de troisième, donc voilà, on considère qu'on peut commencer à les amener à réfléchir sur certaines questions. Il y a une question à l'écrit que je vais reprendre. Tu disais que le sujet de réflexion était celui qui était valorisé par opposition à quel autre sujet? Au sujet d'imagination. D'accord. Ils ont 2 sujets au choix, qui comptent beaucoup, 40 points, donc sujet d'imagination ou sujet de réflexion. Donc nous, en méthodologie, typiquement, on va leur apprendre à développer des bons réflexes en vue du lycée, c'est-à-dire à analyser un sujet, à dégager ses contraintes. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que déjà sur les 40 points, la moitié des points, c'est le respect des contraintes.
on me demande d'écrire au passé ou au contraire d'inventer quelque chose ou la suite d'un texte ou voilà, est-ce que doit avoir ma rédaction doit comporter un dialogue, doit comporter une description, est-ce que c'est un texte narratif, est-ce que c'est un texte argumentatif, est-ce que c'est une lettre, est-ce qu'elle doit, etc., etc., etc. Et pour chaque point, ils ont vu tout au long de l'année que pardon, le dialogue, il faut varier les verbes de parole. Il ne faut pas dire toujours dit-il, répond-il, dit-il, répond-il. Voilà, il y a une présentation. La lettre, c'est pareil. Il y a le temps de la lettre, il y a les formules. Voilà, donc et évidemment, pour finir de répondre à ta question, bien sûr que le sujet de réflexion est valorisé. D'abord, très peu d'élèves le prennent, puisque très peu de profs travaillent avec eux en troisième, et leur déconseillent en disant « Ouh là là, c'est casse-gueule, c'est trop difficile, etc. » Et voilà, dès qu'ils ont un sujet de réflexion qui est un peu organisé, avec des arguments, des illustrations pertinentes, et puis des choses très pertinentes, on voit des élèves de troisième qui écrivent des choses très pertinentes, et c'est sûr que c'est surnoté, on ne va pas se mentir. D'accord, ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur le français, la grammaire, la syntaxe, l'image, la méthode d'analyse des textes, important aussi en vue du lycée? Comprendre, interpréter, déduire. Voilà, ça c'est et être capable de justifier une interprétation personnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à chaque stage et on prend toujours 2-3 textes comme support pour faire travailler ces objectifs et le vocabulaire qui est de plus en plus discriminant. Ça, c'est sûr. Que la deuxième grande différence, c'est la maîtrise d'un vocabulaire assez riche et varié. Ok. Mais alors, du coup, comment est-ce qu'au travers d'un stage ou de deux stages, on fait progresser le vocabulaire? Parce que si mon enfant ne lit pas ou peu… On a le texte à proprement parler, ce qu'on va étudier. Donc, on leur demande de souligner à la première lecture ou à la deuxième tous les termes qu'ils ne comprennent pas. Et là, on fait un travail de définition, mais aussi on couple avec la leçon. C'est des points qui arrivent très souvent, des questions pardon, qui sont très souvent au brevet. De quelle famille de mots il est, retrouve le radical, quel est le préfixe, regarde, tu peux te faire une idée. Donc, et puis après, on va vers les mots de la même famille. On a l'image, la description de l'image. C'est aussi un certain nombre de points. Ils doivent savoir décrire, analyser, interpréter. Donc là, on en profite pour enrichir le vocabulaire de la description, varier les verbes de perception, de lieu, de temps, etc. Et puis, bien sûr, on le fait au travers des sujets de rédaction, où là, on a préparé un lexique. On aura préparé un lexique en fonction du sujet. Par exemple, on sait qu'on leur demande beaucoup de décrire des sensations et des émotions. Donc, voilà, on a tout un lexique qui est préparé, qu'on leur donne, à eux de le travailler, bien sûr, de l'enrichir. Ils l'ont pendant qu'on travaille des sujets, pendant la semaine. Ils peuvent aller piocher dedans, bien sûr. Et puis après, on ne peut que les encourager à continuer à les apprendre. Après, à l'année, on a un autre exercice qui est mieux, mais on ne peut pas tout faire en stage, qui est un exercice de stylistique. Ça, ils adorent ça. Hein, c'est-à-dire, on prend ce qu'on appelle des verbes faibles, être, avoir, faire, aller, et on leur met des phrases avec tous ces verbes et on leur demande de retrouver le bon verbe approprié avec un dictionnaire des synonymes. Ça, ils adorent ça. Par exemple, des feuilles sont par terre. Non, des feuilles jonchent le sol. Voilà, tout de suite, et ils adorent ça. Et on apprend progressivement, même sans lire. Parce que de toute façon, nous, on ne peut pas espérer qu'ils vont enrichir leur vocabulaire en lisant. Donc ça, on peut faire des grandes incantations, mais au final, ils ne lisent pas. Donc plutôt que de se déplorer et de le déplorer, on y va, les mains dans le cambouis, et puis au travers des textes, au travers de l'image, au travers du sujet de dissertation, au travers d'un dictionnaire, bien sûr, qu'on doit ouvrir, ça se fait. Ils aiment beaucoup, à un moment donné, voir que les sensibiliser à la nuance. Voilà. Nous, ça aussi, on le fait dans l'interprétation des textes. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé ce mot? Il y a une nuance. Regarde, laquelle? Il aurait pu utiliser ce terme-là, mais pourquoi ici il met 3 adjectifs qui sont presque les mêmes, etc. Et voilà. Et ceux qui aiment ça, se prennent très facilement au jeu. Et alors là, pour le coup, autant sur le participe passé, etc., c'est difficile d'avoir un réinvestissement, autant le vocabulaire, voilà, ils adorent ça. Le réinvestir, ça marche très bien. D'accord. Nita demande si les élèves ont droit au dictionnaire pendant l'épreuve. Non. Non, d'accord. Sauf cas spécial, dérogation médicale, etc. Mais non. Bien sûr. D'accord. Ok. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions sur le français, ou en tout cas, sinon, elles viendront après, on fera un retour en arrière.
Bah, sinon, je te laisse passer à l'histoire-géographie. Oui, l'histoire-géographie, alors c'est histoire-géographie et éducation civique, morale et civique, en fait. Hein. C'est 50 points. Bon, nous, on ne traite pas de l'EMC parce que l'éducation morale et civique, c'est de l'apprentissage, donc ils n'ont pas besoin de nous pour apprendre. C'est des questions de cours à partir d'un document. En revanche, l'histoire-géographie, là aussi, c'est important vu du lycée. Donc, nous, on ne fait pas de cours à proprement parler. Évidemment, tout ça, tout le monde a des ressources, ils ont les manuels sur Internet, regorge de fiches, etc. Donc, nous, le stage, on leur donne des chapitres d'histoire et de géographie sur lesquels on va travailler. En général, c'est ceux qui viennent de faire. On leur demande pas d'arriver en les maîtrisant, mais en tout cas, déjà en sachant de quoi on parle. Pourquoi? Parce que le grand point faible des élèves en histoire géo, c'est la méthodologie. Et cette méthodologie, ils vont la retrouver en seconde et en première et en terminale. Et voilà, donc ça consiste à, ils ont une analyse de documents, deux documents avec des questions, et un développement construit, et une dernière sous-épreuve qui est en gros utiliser des repères. C'est-à-dire on leur donne des cartes, il faut compléter une légende, il faut localiser, il faut nommer, il faut relier des informations dans un tableau. Voilà, le tout fait 40 points sur 50 et 10 points pour le MC. Il nous fait 50 pour histoire, géographie, éducation morale et civique. Donc l'objectif, nous, c'est de leur montrer que dès cette année, en troisième et jusqu'à la fin de leurs études, le but, ça n'est pas de réciter le cours. Voilà, j'ai des élèves en troisième qui arrivent, qui disent, j'ai 8, je ne comprends pas, j'ai tout mis. Oui, justement, on ne te demande pas de tout mettre, de tout réciter. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mobiliser à bon escient le cours pour comprendre un document, lui donner du sens, là aussi, l'expliquer et pouvoir en déduire des informations. Tout en utilisant, et ça c'est une consigne qui les prépare aussi au grand oral, en utilisant le lexique approprié de la géographie, de l'histoire, être précis. Donc là, on multiplie les sujets, on leur donne pour travailler la méthodologie. Et puis pour le développement construit, eh bien c'est pareil, on retrouve tout de suite de l'argumentation. Là, ils n'ont pas le choix. C'est un développement construit, entre 20 et 30 lignes, où là aussi, on leur demande de rédiger des paragraphes, de structurer des idées, de travailler les liens entre les paragraphes, de les hiérarchiser, des intros, des conclusions. Et puis pour les repères, on varie. Hein. On varie, soit une carte de géographie à compléter, soit un tableau avec des informations à relier, soit localiser des choses sur une map monde, soit sur une frise historique complétée avec les grands événements, soit lire des échelles, transformer des échelles. Donc, c'est essentiellement, et là, j'insiste dessus parce qu'il y a certains élèves, ils pensent qu'on va faire le cours en 15 heures. Des élèves pensent sérieusement qu'on va faire tout le cours d'histoire et tout le cours de géographie. C'est impossible, à mon avis, c'est une perte de temps. En revanche, apprendre à l'utiliser, apprendre peut-être même à ficher un cours, à retenir les informations et surtout à se préparer aux deux questions qui les attendent, oui, ça, c'est le vrai objectif du stage. Et c'est difficile pour eux. Mais une fois qu'ils l'ont compris, là aussi, ça met 3-4 jours, mais en général, le 5e et le 6e jour du stage, c'est beaucoup plus productif. Ils ont compris que, OK, donc là, pendant le stage, on leur laisse ouvrir le cours, parce que l'objectif, c'est encore une fois d'apprendre à aller chercher les informations pertinentes. D'accord. Donc, ça et ça, en signifie… seconde, ça c'est très… Parce qu'en seconde, il est pareil, mais il y en a qui peuvent mettre 5, 6, 7 mois à comprendre pourquoi ils ont 8, 9 en histoire géo en seconde alors qu'ils travaillent. Ils ne comprennent pas. Et comme au lycée, on le sait, tout va beaucoup plus vite. On va en reparler en maths, mais les profs sont beaucoup moins disponibles, les programmes sont plus gros, les profs pensent qu'il y a certains acquis sur lesquels ils peuvent s'appuyer, et ils n'ont pas le temps de tout revoir, ou ils ne le prennent pas en tout cas. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur cette épreuve? Alors, est-ce que ça signifie qu'ils travaillent essentiellement pendant un stage sur des sujets de brevet, des sujets types en fait? Oui, mais en connaissant à l'avance, pour que le stage soit le plus productif possible, ils ont sur le site des chapitres qui seront abordés. D'accord. Sur lesquels on va travailler la méthodologie pour qu'ils arrivent quand même avec, et on prend des chapitres en général qui leur posent problème ou qu'ils n'aiment pas. D'accord. Okay. À la fois en histoire et en géographie. À la fois en histoire et en géographie, on alterne. D'accord. Okay. On alterne parce qu'en fait, l'analyse des documents, c'est sur 2 documents. Si c'est 2 documents d'histoire, alors le développement sera sur de la géographie.
Si les deux documents sont de géographie, le développement construit, ça soit de l'histoire. Et les repères, ils peuvent mélanger les deux. D'accord. Donc, nous, on est obligé de les préparer à la méthodologie des deux et dans les deux disciplines, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, et je ne peux pas dire aux élèves, ah ben, il n'y a pas de tirage au sort, cette année, c'est l'histoire qui a été retenue pour l'analyse de documents et la géographie pour le développement construit, comme ça se faisait un peu dans l'ancien bac pour les terminales, quand ils avaient majeur et mineur histoire. Voilà, non, là, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils le savent le jour de l'examen. Oui, et puis de nouveau, pour les lycées de l'étranger, ça va dépendre de la zone, de la zone de référence. Exactement. Exactement. Donc, l'idée, c'est vraiment se servir, développer ce bon réflexe méthodologique avant le lycée, c'est bon, comprendre le cours, bien sûr, l'apprendre, mais s'en servir pour expliquer et déduire. D'accord. Oui, donc c'est vraiment une utilisation du cours. Voilà, c'est pour ça qu'en même temps, on leur demande quand même déjà en histoire un travail implémentatif. Donc, mais qui est censé être fait aussi en parallèle par le prof d'histoire. Et comme on sait que c'est le prolongement au lycée, ça me paraît être la bonne période de l'année pour le faire. D'accord. Okay. Parce qu'en même temps, les élèves arrivent avec des questions très précises à cette période de l'année. D'abord, ils sont concernés parce qu'il y a l'examen qui arrive. Il y a les bulletins aussi du troisième trimestre. Et puis, ils vont me dire, mais là, je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Et puis, ils arrivent, voilà, ils sont beaucoup plus demandeurs. Et comme c'est quelque chose qui est un peu difficile, c'est bien de les avoir impliqués avec nous. D'accord. Okay. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions pour l'histoire, si vous voulez prendre la parole directement, ou enfin, histoire, géographie, EMC. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je te propose de passer au bloc de sciences, mathématiques et sciences mathématiques et sciences. Et sciences, de toute façon, c'est la même méthodologie de travail. Là, pour les stages qui arrivent, on fait un point, on refait des synthèses de cours sur les derniers chapitres qu'ils ont vus. Voilà, en général, c'est ceux qu'on a mis sur le site. C'est par expérience, c'est ces chapitres-là que les profs font en fin d'année. Donc, c'est encore une période où on a le temps d'approfondir, revoir, on prend le temps. Et puis, on va aller chercher des exercices type brevet qui portent sur ces chapitres. Donc, ça, c'est pour les maths et la physique, essentiellement. Et puis, on profite de ce stage avant juin pour revoir les fondamentaux qui, là aussi, génèrent beaucoup de problèmes au lycée. À savoir, on inclut quand même toujours des séances sur le calcul littéral et le calcul numérique. Ce n'est pas possible d'aller en seconde en ayant des problèmes avec les puissances, les fractions, les opérations algébriques, sans connaître le développement, la factorisation, reconnaître ses identités. Ça, ce n'est pas possible. On refait un point sur la géométrie, parce que là aussi, je rappelle ce qu'on avait dit à un autre séminaire, que toute la géométrie du collège en seconde est condensée en un chapitre. Et c'est souvent là que le bas blesse en seconde, parce que ceux qui arrivent avec des lacunes en géométrie en seconde, ça explose. Donc, on revoit bien sûr les fondamentaux, les propriétés des quadrilatères, Thalès, des triangles semblables, Thalès, Pythagore, un peu de trigo, pas trop. On ne les embête pas trop avec la trigo à ce stade de l'année, mais on fait quand même du Scratch. Donc, Scratch, cette fameuse épreuve de programmeur qui est faite sur papier le jour que… Alors, c'est quand même 14 points au brevet, et puis il y a des élèves, on voit qu'ils ne s'entraînent pas beaucoup, d'autres un peu plus. Donc, nous, voilà, on écrit des scripts avec eux, on les entraîne sur des scripts de géométrie ou de calcul de base. Voilà, parce que c'est au brevet. Donc, ils ont du Scratch qui devient Python au lycée, c'est-à-dire de la vraie programmation. Et on insiste énormément encore sur la qualité de la démonstration en géométrie. Voilà, les étapes, etc. En juin, l'idée du bac, du stage du mois de juin en maths et en physique, c'est alors là, descendre tout le programme au travers d'exercices type brevet et faire des rappels de cours. Là aussi, on n'a pas le temps à une semaine d'examen de refaire toute la leçon sur la symétrie axiale. C'est pas possible. Oui, revoir des points de cours, donner des astuces, s'entraîner, revoir les fondamentaux. Mais oui, mais ça, c'est plutôt… Et on travaille de la même façon en maths et en physique, sachant qu'en physique, ils ont 3 grandes parties, la chimie, la mécanique et l'énergie, qui comprend l'électricité. Ils ont un peu plus de temps. Donc, en général, à ce stade de l'année, les élèves ont fait la chimie et la mécanique. Et les profs ont laissé l'énergie et l'électricité pour le mois de mai et juin.
ce qui est un problème pour nous dans les stages, mais c'est pour ça qu'on a augmenté un peu le volume du stage de physique pour pouvoir refaire un point sur toute l'électricité et l'énergie. Parce que comme il y a 3 chapitres, on ne peut pas faire l'impasse sur un des chapitres entiers. Voilà, en physique, les profs de physique de 3e ont beaucoup plus de temps qu'en maths, hein, mais ils le prennent. D'accord. Okay. Voilà à peu près l'idée. C'est aussi, encore une fois, que c'est pas seulement le brevet, parce que le brevet, il est important, bien sûr, parce que c'est la première fois qu'on va être confronté à un examen, il y a ce côté solennel, il y a pouvoir gérer son stress, travailler en étant entouré d'autres élèves, travailler dans le temps imparti, etc. C'est une bonne préparation. Mais, bon, comme tu l'as rappelé, il n'y a pas d'enjeu académique. Donc, l'objectif, c'est aussi d'anticiper sur les exigences de seconde qui arrivent très vite. Bien sûr. Il y a une question en sciences, tu parles de la physique. Qu'est-ce qu'il en est de la techno et des SVT? Ah, ben la techno, on ne la fait pas. Parce que franchement, ça, c'est. On ne va pas organiser un stage de techno. La SVT, c'est pareil, sur le même principe. Des chapitres, révision des chapitres. Le programme est très léger en physique. Pas très léger, oui, il est beaucoup plus léger en physique qu'en SVT. Donc là, on propose un brevet techno n'est pas encore tombé. À chaque fois, on a eu la doublette SVT physique, SVT physique, SVT physique. D'accord. Donc, on ne sait pas trop ce que ça donne. On n'a pas trop d'annales. Voilà, j'avoue, j'étais un peu surpris de voir la techno au brevet. Moi, je ne sais pas en quoi ça peut ni comment organiser un stage. En SVT, oui, ils ont des chapitres, ils ont un raisonnement. Là aussi, ils ont une rigueur, ils ont des étapes, une observation, une déduction. Donc, oui, j'ai du physique, mais physique SVT. C'est exactement la même chose. D'accord. Pour revoir tout le programme au mois de juin au travers de sujets brevets. Et là, profiter de ce stage pour voir les derniers chapitres faits en SVT. Et travailler la méthodologie, la démarche scientifique. Voilà. Comment on observe, comment on extrait des données, comment on les relie, comment on interprète, et puis l'outil mathématique un peu quand même aussi. Donc, c'est la démarche scientifique qu'on retrouvera au lycée. Ouais. D'accord. Oui, il faut qu'on en profite en même temps parce que c'est la seconde, tous les élèves vous le disent, hein, ça va très très vite. Ça part très vite. D'accord. Alors justement, ça part tellement vite que le constat il a été fait en maths. Je préfère prévenir si l'élève est vraiment faible en maths, c'est-à-dire entre 7 et 10 de moyenne. C'est contre-productif, mais je ne recommande pas le stage de maths en l'état. Celui du mois de juin. Non, parce que le rythme va être trop élevé, parce que l'élève va être perdu, parce que les autres aussi, ils sont entre 12 et 16 de moyenne, ou entre 10 et 16 de moyenne, ils ont quand même des acquis, et que le volume horaire, la proximité de l'examen ne permettent pas de répondre à toutes ces questions. Et on ne peut pas, encore une fois, en une semaine, quelqu'un qui a, je sais pas, 20 ou 30 sur 100, va pas, en suivant le stage, je ne vais pas vendre du rêve, passer à 70 ou 80. Ça n'est pas vrai. En tout cas, si quelqu'un a la recette pour faire passer un élève en une semaine de 30 sur 100 à 70 ou 80 sur 100, moi, je veux bien aller en formation avec lui. Mais moi, je sais pas, on ne sait pas faire, en tout cas. En revanche, plutôt que de, oui, perdre son temps, c'est vrai, à ce stage, on a mis en place un stage qui va de 18 heures, qui va revoir tous les grands fondamentaux de base, vraiment, pour suivre correctement une entrée en seconde. Donc, avec un programme assez précis là-dessus. Et là, au moins, il va approfondir le calcul numérique, on va prendre le temps des identités, on va reprendre le temps du développement, on va reprendre les grandes bases. Et moi, je suis convaincu que le jour du brevet, il pourra toujours plus traiter d'exercices en ayant fait ce type de stage qu'en ayant suivi la formule qui va couvrir tout le programme. Et même pour l'enseignant, il est écartelé parce qu'il voit cet élève qui est perdu et il a envie de l'aider, il a envie de répondre à ses questions, mais de l'autre côté, il y en a 6 autres qui klaxonnent et qui disent bon, on avance, il faut qu'on descende le programme. Donc voilà, moi, c'est un peu le bémol que je mettrais sur le stage de maths. En physique, c'est rattrapable, en SVT sans problème, parce que le programme n'est pas démentiel et que la démarche scientifique n'est pas encore celle d'une spécialité. Mais en maths, voilà. Je pense qu'il vaut mieux profiter du mois de juin pour acquérir surtout que là, ils vont rajouter 1 heure de maths obligatoire en première.
Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus se débarrasser des maths, on va plus pouvoir se débarrasser des maths aussi facilement qu'avant. Donc, voilà, et on le sait par expérience, les maths en seconde, c'est d'autres maths. C'est d'autres maths et qui s'appuient sur les bases du collège et on avance. Hein. Et on avance et le prof est moins disponible, répond moins et moins attentionné. Enfin, on est au lycée, quoi. Et souvent, les profs de seconde, ils ont aussi des terminales, donc ils ont un rapport à l'élève qui est moins attentif. Enveloppant. Oui, enveloppante. Je n'allais pas dire bienveillant, parce que quand même, ils sont bienveillants, les profs en général, mais ils ont moins de temps. Et puis, ils ne peuvent pas revenir sur des identités remarquables ou des techniques de factorisation en seconde. Quand on regarde le programme de seconde, il est beaucoup trop ambitieux pour que le prof ait 2 ou 3 mois pour refaire des lacunes de troisième. Ce n'est pas vrai. Et comme après, c'est le choix de spécialité qui s'enchaîne tout de suite au deuxième trimestre de seconde, voilà pourquoi on a décidé de monter ce stage avec, pourquoi pas, là, on est en train de mettre au point un carnet de vacances, un cahier de vacances, voilà, qui va reprendre le stage avec des exercices et puis des petits DS dont on va assurer une correction personnalisée. Ça peut, voilà, je pense qu'avec ce travail régulier, parce que pour moi, la troisième, c'est... il y a toujours des exceptions, bien sûr, c'est la beauté de ce métier, mais c'est la dernière classe qu'on peut rattraper quelqu'un en maths. Fin de seconde, c'est déjà quelqu'un qui va en spé première avec des grosses lacunes, on sait que ça va pas être terrible. Tandis que là, oui, on peut encore remettre les choses à leur place, redonner le goût des maths, surtout, parce que beaucoup, l'élève qui pense qu'il est mauvais en maths, il pense que c'est définitif. Non. Et puis, avec ces bases, parce qu'en fait, là aussi, on peut le rassurer, c'est que les premières et les terminales, ceux qui ont des difficultés, ce n'est pas tellement sur le programme de première et terminale, c'est sur les lacunes du lycée, du collège, pardon. Ils ne savent pas factoriser, ils ne savent pas développer, ils cherchent leurs identités remarquables, et les calculs des équations et des inéquations, et voilà, et ils ne se rappellent même plus d'une propriété d'un carré. Bah oui. Donc, voilà. Donc, voilà pourquoi on a essayé de mettre ça en place, en complément. Alors, est-ce que tu peux préciser pour répondre aux questions d'abord, le stage dont tu parles sur les fondamentaux de troisième nécessaires pour la seconde, c'est un stage qui se déroulera au mois de juin et qui se déroulera aussi au mois de juillet, c'est ça? Non. Nous, c'est un stage qu'on va proposer en juin et juillet, mais idéalement, en juin, c'est pas mal parce que d'abord, ils sont libérés, ils ont le temps. Et puis, ça leur permet tout de suite de tester leurs acquis au brevet et de se rendre compte que, tiens, c'est vrai que, OK, évidemment, je vous dis, ils ne vont pas avoir 80 sur 100, hein, ça c'est au brevet avec ce stage. Mais s'ils ont déjà 40 ou 50 par eux-mêmes, c'est pas mal. Et ils vont se dire, tiens, le travail, ça paye. Et puis, tiens, quand on prend le temps d'expliquer, et puis ça, j'étais incapable de le faire il y a encore un mois, mais là, en fait, ces identités, ces factorisations, voilà, il y a, je pense, une partie du brevet qui devient à leur portée. Après, il faut entretenir ça pendant les vacances ou si j'ai un stage à recommander, ce n'est pas en juillet, il faut qu'il se repose en juillet, c'est les stages de fin août, avant la rentrée. Oui. D'accord. Voilà, après, les élèves qui seraient très, très, très faibles, qu'en juillet, ils déconnectent complètement et qu'autour du 10 août, ils se remettent aux maths. Voilà, nous, on va leur proposer un programme, c'est ce que j'ai appelé des cahiers de vacances. Voilà, tranquillement, progressivement, 1h30, 1 heure, un peu comme ça de temps en temps, tous les 2 jours ou 3 jours. Oui. Ok. Alors, je vais répondre à Lima sur les questions pratiques. Les stages donc, se font effectivement en ligne pendant les vacances de Pâques ou au mois de juin. Donc, ce sont des classes virtuelles de 6 élèves maximum, donc avec le même enseignant toute la semaine. Les horaires sont fixés à chaque fois en fonction. Alors, c'est vrai pour toutes les matières. Hein. Je réponds sur les maths, mais c'est vrai pour toutes les matières. Les horaires sont fixés en fonction de disponibilité des élèves. Enfin, en tout cas, on essaye de tenir compte de leurs contraintes au maximum. Les groupes sont constitués de manière. Le premier critère, c'est une organisation pédagogique, c'est une homogénéité pédagogique, de façon à ce que les enfants puissent vraiment en bénéficier et y trouver ce qu'ils sont venus y chercher. Et au mois de juin, en règle générale, les élèves sont libérés avant le brevet, surtout dans les établissements qui sont centres d'examen. Donc, ça veut dire que libérés, souvent une semaine avant le brevet, ils n'ont pas classe pour préparer l'examen. Et c'est à ce moment-là qu'on positionne les stages. Il arrive que sur certains lycées,
Je pense par exemple au lycée de Munich, par exemple, ou au lycée de Vienne, où ils ont une semaine de vacances la dernière semaine de mai pour je ne sais plus quelle fête. Et donc, parfois, ce qu'on appelle stage de juin, on le met sur cette dernière semaine de mai, parce que du coup, effectivement, les élèves ne sont libérés en général que 1 ou 2 jours avant les épreuves du brevet. Voilà pour l'organisation pratique. Et ensuite, en ce qui concerne les dates des vacances, eh bien, effectivement, on s'adapte. Les vacances de Pâques, par exemple, pour nous, comme Averroès e-learning ne travaille quasiment qu'avec des élèves des lycées français de l'étranger, les vacances de Pâques s'étalent cette année du 11 avril au 8 mai. Voilà, en fonction des zones et des fuseaux horaires. Voilà, je pense pas qu'il y ait Il nous reste d'autres le grand questions. oral. Voilà. Sinon, s'il n'y a plus rien pour les enseignements scientifiques. Alors, le grand oral, il s'appelle grande épreuve orale de soutenance. Comme tu l'as dit, il y a 5 minutes d'exposé et 10 minutes d'entretien jury, soit à partir d'un projet qui a été réalisé en 6e, 5e, 4e ou 3e, qu'on appelle les EPI, ou sur l'histoire, les enseignements de l'histoire des arts. Et là, il donne un sujet. Donc, nous, et on n'intervient pas du tout, bien sûr, sur l'élaboration du dossier. On peut le revoir, on peut corriger quelques structures, l'orthographe, leur donner quelques conseils sur la forme. Mais l'objectif, ils doivent quand même maîtriser leur projet. Voilà, nous, on est là pour les mettre en condition d'examen. C'est leur premier oral. Donc, les objectifs qu'on vise avec eux, c'est s'exprimer de façon maîtrisée, s'adresser à un auditoire, et puis, ce qui est important, réagir, échanger, dialoguer. Voilà, ils sont souvent là, figés, ils lisent un truc où ils ont appris quelque chose de par cœur. Les consignes sont très claires, tu l'as rappelé, c'est aussi pour préparer à l'oral, à cette aisance. Il y a un grand oral en terminale qu'on retrouve avec un coefficient 10. Donc, les objectifs, nous, c'est on va leur apprendre à être fluide, à être précis. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'utiliser le lexique spécifique. S'ils sont dans l'histoire des arts, il y a un vocabulaire précis quand on parle de peinture, quand on parle d'architecture, quand on parle de musique. Respecter le temps imparti. Ben oui, on leur donne entre 4 et 6 minutes, donc il ne faut pas parler moins, il ne faut pas non plus déborder. Être capable de mener une réflexion personnelle, ça veut dire quoi en troisième, mener une réflexion personnelle? Ça veut dire surtout justifier une démarche, pourquoi j'ai choisi ce projet et ses choix. Et puis, qu'est-ce que j'ai découvert, etc. C'est, s'ils sont en histoire de l'art, enfin, s'ils sont sur l'histoire des arts, pardon, beaucoup verbaliser les émotions et les sensations ressenties. Pas dire, ah, c'est beau, c'est de la balle, c'est magnifique. Non, c'est pas ça l'objectif. C'est d'utiliser quand même un vocabulaire esthétique. C'est ce qu'ils ont du mal à faire, prendre en compte son interlocuteur. Comment ils vont réagir aux questions? Pas prendre des questions comme une agression, comme quelque chose qui remet en cause leur travail, mais qui est vraiment cet échange. Parce que c'est 5 minutes d'exposé, 10 minutes d'entretien. C'est long, 10 minutes d'entretien. Voilà, donc leur apprendre, leur dire, le correcteur n'est pas ton ennemi. Donc, toute question ne doit pas te déstabiliser. L'objectif, il est très clair, il est rappelé dans les consignes officielles. On n'a pas le droit de déstabiliser un élève. Non, il n'y a pas de temps, ce n'est pas l'objectif. On n'est pas au concours post-bac d'entretien. Non, même ça, on y est revenu. Donc, c'est vraiment, voilà, leur apprendre à interagir, à développer une idée, à partager une passion, un enthousiasme, à parler de ce qu'ils ont fait, de aussi les acquis, de leurs acquis. Qu'est-ce que ça m'a appris dans mes recherches? Qu'est-ce que ça m'a appris sur ma discipline? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi-même aussi? Et en fait, si on arrive à transformer cet oral tranquillement en une discussion autour du projet, c'est gagné. C'est là où les excellentes notes tombent. Parce que, voilà, donc là, on leur fait un premier oral où on note tout très précisément. Et où après, on y va, on note tout, nous, les correcteurs. Et puis, progressivement, on a 3 € pour corriger ce qui ne va pas. Voilà, on ne va pas tout lui dire d'un coup, mais on va se fixer des priorités. Lui dire, écoute, pour la prochaine fois, tu repasses là-dessus, essaye de veiller à ça, ça, ça. Et puis, si c'est fait, voilà, on va du plus urgent au moins important. Voilà, si vraiment, à la fin, on a vraiment cette interaction avec ces interlocuteurs, je pense que c'est gagné. D'accord. J'ai eu accès à pas mal de grilles d'évaluation
Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est vraiment la maîtrise de la langue, la précision de la langue, la capacité à gérer un projet aussi, à avoir des supports, à parler. Voilà. Et pour moi, on le fait en première, on le fait en terminale, je le fais avec les prépas. La meilleure façon de les entraîner, c'est de les jeter dans le bain, voilà, en conditions claires. Et puis, bon, pendant 15 minutes, on joue le rôle d'examinateur, et puis les autres 15 minutes, on redevient professeur, et voilà, on est là pour les encourager. Et ça leur donne surtout cette confiance en eux. Voilà, ils ont démystifié, ils ont vu que, voilà. Alors, en plus, on essaye de se répartir les rôles. Il y a des examinateurs qui vont être très froids. Voilà, il faut ça aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils parlent pas, qu'ils les écoutent. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, etc. D'autres qui vont faire plein de sourires, et c'est pas pour ça que ils vont avoir une bonne note. Donc voilà, leur dire, vous laissez pas déstabiliser par ça. Restez sur ce que vous faites. Ne tenez pas trop compte. Il a regardé en l'air, il s'est gratté la narine. Non, voilà. Il n'est pas sympa. Ou au contraire, mais je ne comprends pas, elle m'a mis 12, alors elle m'a dit que c'était super et elle m'a fait des grands sourires. Ah oui, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est bien aussi en vue des oraux du lycée. Est-ce qu'il y a des questions sur le grand oral, la préparation du grand oral? Oui, alors il y a une question de Nina qui dit en fait leur lycée, donc je ne sais pas où est Nina, dans quel lycée, mais donne l'option de faire l'oral en 2 langues, français et anglais. Et donc, elle se demande si les 5 minutes sont divisées par 2 ou si c'est 5 minutes en tout, j'imagine, dans les… Voilà, 5 minutes en tout, quelle que soit la langue qui est choisie. C'est de Madrid. Non, en tout. D'accord. En tout. D'accord. En tout. Ils peuvent parler même 3 langues s'ils veulent, hein, mais c'est 5 minutes. D'accord. OK. Et s'ils le font en groupe, qu'ils ont plus de temps. Puisqu'il y a la possibilité de le faire en groupe pour ceux qui ont fait un projet collectif, un EPI collectif. Là, oui, le temps est élargi. Mais sinon, si c'est individuel, non, pas du tout. Mais quand ils le font en groupe, chaque élève fait une partie de la présentation. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y a un passage oral qui est individuel. Ouais. Okay, donc, la notation est donc individuelle, j'imagine. Oui, la notation est totalement individuelle. Ce n'est pas du tout le travail du collectif ni du groupe, c'est vraiment la prestation de chaque candidat, sa capacité, son assurance, sa capacité à s'exprimer clairement, à être convaincant, à interagir avec le jury. D'accord. Okay. Donc, c'est un peu dur parce que si tu n'as que 2 qui ont bossé sur les 4, bah, ça se voit. Et la note n'est pas globale. D'accord. Oui, c'est plus encourageant. Alors là, il y a Alima qui te demande quelle est la durée du stage journalière. La durée du stage journalière. Ben ça, on le fait une fois tous les 2 jours. Il y a 3 passages. Un passage. Ouais. Un passage par jour parce que le temps que l'élève se prépare, et puis s'il veut tenir compte et y avoir le temps, et puis il a quand même aussi d'autres choses à travailler. Il y a les autres épreuves du brevet peut-être qu'il n'a pas fini. Donc, par exemple, un élève va venir lundi, mercredi, vendredi. D'accord. À chaque fois, il va passer un oral. Il va passer son oral. Son oral, d'accord. Voilà. Okay. Après, si pour des contraintes ou s'il préfère faire un passage le matin à l'après-midi, pas de problème. Ah, le stage de révision. De quelle révision? Quel stage de révision? J'imagine des matières classiques. Des matières. On fait 16 heures en maths et 12 heures dans les autres matières. C'est 2 heures tous les jours, sur 6 jours. Et c'est 2 heures tous les jours sur 8 jours, avec un jour de repos quand même, pour les maths. Voilà. Pour le mois de juin. Pour les maths aussi, ouais, on a vu que les maths, il fallait quand même, il y avait quand même beaucoup d'élèves qui demandaient des précisions sur certains chapitres et qu'on était obligés. Donc en fait, c'est 2 semaines, non, c'est sur une semaine chaque stage. Mais il y a des élèves qui prennent par exemple le stage le matin de maths et le stage de français l'après-midi. Voilà, ils vont faire 10h midi maths, 15h, 17h français ou histoire géo. Okay. Il y en a même il y a des guerriers qui nous prennent à Rabat, nous prennent des 4 matières. Donc ça, pour moi, c'est un peu contre-productif, mais pourquoi pas? Donc ils font 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi. Bon, moi, j'essaie de dissuader les parents parce que ça me paraît un peu beaucoup. Mais si on fait déjà français, maths, oui, déjà, si on doit choisir 2 stages, à mon avis, c'est ceci. Et aux vacances d'avril, tous les stages font 12 heures, c'est-à-dire 2 heures par jour pendant 6 jours. Ouais.
Okay. Donc, Mais sur une semaine, du lundi au samedi. De faire 2 stages. Mais bon, Bien sûr. Il y en a un le matin, l'après-midi, de toute façon. Donc, on laisse cette possibilité que les élèves puissent prendre au moins 2 stages sur les 4 du brevet. D'accord. OK. D'accord. Alors, je vérifie, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions. Alors, il y avait Alima qui disait que au lycée Lyoté, les élèves avaient passé un oral pour leur stage d'observation. Certains ont été sanctionnés. Bon, ça, j'avoue que je ne sais pas très bien quoi vous dire. C'est pour le stage d'observation. Le stage d'observation de 3e. Certains élèves ont passé un oral et ont été sanctionnés, explique-t-elle, parce qu'ils ne pensaient pas choisir le métier effectué pendant le stage. Il n'y a pas que des profs intelligents. Tu veux que je te dise? C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Normalement, elle ne voit pas très bien, elle ne voit pas le lien entre avoir fait un stage de 3e et devoir en faire son métier. C'est étonnant, on en apprend tous les jours. Pas de chance. Ouais. C'est même assez contre-productif d'un point de vue pédagogique, je pense, mais bon. Ouais. Bon, bah, est-ce que vous avez d'autres questions sur l'ensemble? Bon, bah, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. J'espère qu'on a pu répondre à tout. Donc, je ne m'étais pas présentée et j'en suis complètement confuse. Je suis partie complètement dans le webinaire. J'étais super concentrée. Donc, je suis Caroline Mignalet. Donc, je travaille avec Albin dans la structure. Voilà, on est à votre disposition si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez des interrogations, vous pouvez nous contacter directement ou via notre site internet. Et on vous enverra à l'issue du webinaire les quelques slides qui ont été présentés, qui sont accompagnés d'une présentation en fait un peu plus détaillée d'Averroès e-learning. Comme ça, vous verrez des têtes, vous mettrez des têtes précises en face de noms. C'est toujours plus sympa. Voilà. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour vos questions. Et on vous enverra les... Pour vos révisions. Et bon courage, effectivement, pour la révision de vos enfants. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.